Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session sur la justice climatique, un levier économique, point d'interrogation. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et ravi d'animer cette session sur ce qui constitue une forme de nouveauté. Parler justice aux Journées de l'économie, j'ai regardé le catalogue des sessions depuis 17 ans. Il y a eu à peu près 1 millier de sessions, il y en a juste 3 où il y a eu le mot de justice, donc 0,3%. Je pense qu'il est bien d'accroître ce pourcentage brillamment avec en plus un beau panel. Et ce mot de justice est un beau mot, et nous savons que l'injustice est inacceptable. Nous savons aussi, ou nous devrions savoir, que la justice sera nécessaire pour avancer dans la transition énergétique et écologique. Et si jamais nous l'avions oublié, l'épisode de Gilets jaunes nous l'a rappelé avec force. Il y a 6 ans, nous en parlerons peut-être. Et cette révolte, elle avait été provoquée justement par le sentiment d'injustice ressenti par des citoyens qui se sentaient abandonnés et ne supportaient pas la hausse d'une taxe carbone, une taxe que la grande majorité des économistes considèrent pourtant comme un instrument essentiel pour avancer dans la transition. Nous allons parler justice à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Et là, au miracle, en économie, on s'intéresse souvent à l'efficacité, beaucoup moins souvent à la justice. Et là, sur cette question-là, on peut concilier les deux. En économie, on a souvent tendance à opposer un peu l'un à l'autre. Quand on est plus efficace, on est moins juste. Quand on est plus juste, on est moins efficace. Et là, sur cette question-là, on peut l'être. Et je le dirais d'une façon simple. Alors, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises et je vois que ça n'imprime pas. Donc, je vais répéter la phrase 2 fois. Le meilleur moyen, le moins coûteux de réduire les émissions de CO2, ce n'est pas d'aider les Français à acheter des voitures électriques, c'est que les Français aident les Indiens à construire moins de centrales au charbon. Je recommence, le moyen le plus efficace et le moins coûteux de réduire les émissions de CO2, ce n'est pas que d'aider les Français à acheter des voitures électriques, si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est d'aider les Indiens à ne pas construire de centrales au charbon. Et donc, nous allons explorer cette possibilité de concilier justice et efficacité avec beaucoup derrière de questions de financement. Financement dans 2 domaines, financement à la fois pour réparer des dommages, car les changements climatiques ont déjà fait des dommages et vont continuer à en faire. Et les pays qui ont émis beaucoup de CO2 sont plus responsables de ces dommages que les autres, évidemment. Et puis, on sait aussi que pour avancer dans cette transition, il faudra investir massivement. Et la question de savoir qui doit payer ces investissements est absolument centrale. Elle va être d'ailleurs au cœur de la prochaine COP, la réunion des pays sur les questions climatiques qui va se réunir tout prochainement. Et je vais commencer cette session avec Kathleen Schubert. Kathleen est professeure émérite d'économie à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a fait partie du Haut Conseil pour le climat. Elle travaille donc sur ces questions depuis longtemps. Elle est autrice d'un petit livre, ou co-autrice, d'un petit livre que j'aime beaucoup sur le sujet, qui est titré « La transition énergétique, objectif ZEN », ZEN pour zéro émission nette. Alors Kathleen, tu vas d'abord commencer par nous brosser le tableau des responsabilités dont je parlais sur les émissions de CO2. Qui en a émis le plus hier, qui en émet le plus aujourd'hui? Merci. Donc oui, en effet, je vais passer quelques slides. Ce sont des chiffres, ce sont des données qui sont que vous trouvez dans un site que j'adore, qui s'appelle Our World in Data, notre monde en chiffres, en données, qui est vraiment excellent. Accessible sur Internet. Donc, ceci, c'est l'évolution des températures. Bon, je passe parce que c'est évident. Vous voyez, c'est pas la peine de faire un grand discours. Vous voyez la hausse des températures dans les périodes récentes, mais c'est pas vraiment ça que je voulais surtout vous montrer. Voilà, ceci, ce sont les émissions de gaz à effet de serre, donc les gaz qui sont responsables du réchauffement climatique en 2022. Et plus la couleur est foncée, plus le pays émet beaucoup. Et donc, vous voyez quels sont les très, très gros émetteurs. En premier lieu, la Chine, le quasiment noir, là, sur la droite, ou sur, oui, c'est ça. Puis les États-Unis. Et vous voyez donc la gradation des pays qui émettent beaucoup
de gaz à effet de serre aujourd'hui. Donc la Chine est le premier émetteur, en niveau, en total. Et ensuite, c'est les États-Unis. Vous voyez que des pays sont très très peu émetteurs, hein, en particulier l'Afrique émet très très peu. Ceci, c'est les émissions par tête depuis avant la révolution industrielle. Donc, ce que vous voyez, c'est que tout le début... 1750. Voilà. Donc, tout le début, pas d'émissions, en fait, parce qu'on n'avait pas encore inventé le moteur à explosion. On n'utilisait pas le charbon, on utilisait très très peu les énergies fossiles. Et on voit que les émissions par tête commencent à augmenter au moment de la révolution industrielle. Et vous voyez donc la courbe pour les États-Unis, hein, qui est bien au-dessus des autres, toujours aujourd'hui. Mais vous voyez aussi que dans les années récentes, les émissions par tête des États-Unis ont diminué, principalement grâce à l'innovation technologique et aussi donc qui a fait de l'efficacité énergétique, et aussi parce qu'ils ont remplacé les centrales à charbon par des centrales à gaz, qui sont moins polluantes. Vous voyez ensuite l'évolution de l'Europe, vous voyez les pays émergents, donc la Chine et l'Inde. Donc on voit la croissance de la Chine. La Chine est encore loin des États-Unis en émissions par tête, mais la pente est vraiment très très forte. Voilà, donc, et l'Afrique n'est même pas sur le dessin parce que les émissions par tête sont minuscules en fait, par rapport à celles des pays qui sont représentés là. Donc ça, c'est très bonne représentation des responsabilités historiques. On voit bien les pays qui n'émettent rien du tout et qui n'ont rien émis historiquement, donc les pays principalement africains, les pays pauvres aujourd'hui. Et on voit la tendance. Donc il y a une tendance à la baisse dans les pays développés, riches, et une tendance à la hausse très très forte. Ici, on voit bien pour la Chine et pour l'Inde. C'est ça qu'il faut, enfin, c'est vraiment la question qu'on veut adresser. Donc ça, c'est, bon, rapidement, c'est la part des énergies fossiles dans la consommation totale et puis dans la production d'électricité. Donc vous pouvez voir les détails, hein. Ce qui est très frappant, c'est que la part du charbon et des énergies fossiles dans la production d'électricité et aussi dans la consommation totale d'énergie reste gigantesque aujourd'hui. On a l'impression qu'on a déjà fait beaucoup d'efforts pour le renouvelable, etc. Mais en réalité, la part du charbon est quasiment aussi grande qu'en 1970. Donc, il ne faut pas croire qu'on est en bonne voie de régler le problème. Et enfin, un dernier slide, pour ne pas être trop longue. Je ne sais pas si j'appuie sur le bon bouton. Ah non, c'est l'avant-dernier. Oui, ça, c'est la consommation d'énergie par source. Donc, vous voyez en fait que la part des énergies fossiles continue à augmenter et la part des énergies renouvelables est toute petite en haut. Elle augmente, mais elle est toute petite. Un dernier slide. Ça, c'est la consommation. C'est le rapport entre le niveau de développement économique et les émissions, en fait. Et plus les points sont gros, plus le pays est peuplé. Et donc, ce que vous voyez, c'est que les pays riches aujourd'hui, donc à droite du graphique, sont aussi les pays qui sont en haut en matière d'émissions. Il y a un lien extrêmement fort, à quelques exceptions près, entre le niveau d'émissions aujourd'hui et le niveau de développement. Voilà. Ben, ça tombe bien, c'est parce que j'ai terminé. Donc, ce dernier graphique pour vous dire que est-ce qu'on peut en conclure que les pays qui ont le droit de se développer maintenant, les pays qui veulent se développer, qui veulent améliorer le niveau de vie de leur population, l'Inde, l'Afrique et de pays en développement, est-ce que ça veut dire qu'ils vont aussi, pour aller en haut du graphique, là, se mettre à émettre beaucoup? C'est justement ça qu'on veut éviter. Voilà. Merci Kathleen. Martin Kessler, vous êtes directeur exécutif de Finance for Development Lab, qui est un think tank qui est hébergé au sein du CEPRIMAP, hein, c'est un laboratoire d'économie à Paris. C'est un think tank qui travaille beaucoup sur les questions de financement de dette des États, mais aussi de financement de la transition climatique. Alors, Kathleen nous a parlé en tonnes. On est aux journées de l'économie, donc on va revenir tout de même au dollar ou aux euros pour avancer, pour empêcher peut-être que les pays qui étaient tout en bas en termes d'émissions par tête montent avec leur développement. Il va falloir investir massivement. Je voudrais que vous nous disiez, après qu'on a entendu parler de volume, qu'on parle un peu de monnaie, de prix.
Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Je suis ravi d'être là. Et pour deux raisons, peut-être. Déjà, c'est parce que c'est la première fois que je viens au GECO. La deuxième, c'est que je trouve effectivement le sujet extrêmement bien posé. Donc, avec cette opposition classique entre justice et efficacité, il y a souvent un troisième terme qui, en économie, est synonyme d'efficacité, qui est les intérêts, bien compris. La première chose qu'on apprend en microéconomie, c'est que sous certaines conditions, les intérêts des individus permettent d'amener l'efficacité économique. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je trouve que en termes d'émissions, on a vu sur les graphiques que il y avait trois grands émetteurs qui étaient les États-Unis, la Chine et l'Europe. Et donc ces trois-là, en un sens, leur intérêt bien compris, c'est un peu les principes qui ont émergé dans les grands accords climatiques, Rio puis Paris. Eux, leur intérêt bien compris à long terme, c'est de baisser les émissions parce que sinon la planète va chauffer. Ceux qui sont tout petits mais dont la croissance va faire que la planète va continuer à se réchauffer, qui vont continuer à émettre, eux sont petits et donc n'ont pas forcément ce rapprochement entre leur intérêt national qui est de se développer et l'efficacité globale. Donc l'idée de l'accord de Rio, c'est on va avoir des responsabilités communes mais différenciées. Comment on fait pour avoir une responsabilité commune mais différenciée, c'est-à-dire tous viser le net zero, les émissions nettes nulles, mais de manière différenciée, il faut une compensation financière. Et donc c'est là qu'on est arrivé en 1992 à cette idée qu'on allait compenser à hauteur de 100 milliards. C'est le chiffre un petit peu rond, donc agréable, qui a émergé. Donc il y a 100 milliards, ces fameux 100 milliards que les pays développés doivent mobilisés en faveur des économies en développement. Et chaque année, hein. Chaque année, voilà. C'est chaque année, et avec un engagement qui était pour 2022, qui a probablement été réalisé. On n'a pas encore totalement les données, mais juste. C'est-à-dire qu'on a eu 2 ans de retard, en fait, pour que les pays développés fournissent réellement ces 100 milliards. Alors, à quoi ça correspond? En fait, ça correspond pas à tous les besoins. C'est-à-dire que tous les besoins d'investissement pour les pays émergents, et donc je pense les pays émergents, moins la Chine, sont estimés, et il y a eu un rapport très influent qui a donné un peu le chiffre qu'il faut avoir en tête, qui est de 1500 milliards de dollars. 2500 milliards de dollars, c'est pour les pays en développement, c'est 7% de leur PIB. Donc c'est très important comme nouveaux investissements par an, encore une fois, à faire en plus des efforts déjà faits. Et pour faire ça, il faut déplacer des investissements qui sont faits pour l'instant dans des émissions fossiles, parce que le chemin le moins coûteux pour l'instant, à technologie donnée, avec des conditions financières données, c'est plutôt les émissions fossiles. Et c'est l'idée est que la différence de coût entre les émissions, entre une technologie propre et une technologie carbonée, ce sera ces 100 milliards. Donc, on fait que dans l'intérêt bien compris des pays en développement, grâce à de l'argent qui soit prêté à long terme, prêté à des taux bas, les pays en développement vont pouvoir choisir la bonne technologie. Maintenant, juste ces 2500 milliards, c'est gigantesque. Et c'est donc bien au-delà de ce que les pays développés se sont engagés à fournir comme financement. Ça correspond il y a à peu près la moitié pour les systèmes énergétiques. Et puis après, il y a le changement des technologies de transport, il y a tout ce qui est l'adaptation aux vulnérabilités climatiques. Mais donc, il y a la moitié à mobiliser et donc à peu près 1500 milliards de dollars par an. Pour l'instant, on en est à 250 milliards d'investissements dans ces pays émergents. Donc, c'est comment on fait pour multiplier par 6 les investissements actuels. Il y aura un effort des pays eux-mêmes et il y aura un effort important des partenaires, des financiers, du privé. Donc c'est un peu la grande question, c'est comment on fait pour matérialiser ce passage de 250 milliards à peu près 1500 milliards de dollars. Merci Martin. Nous verrons tout à l'heure qu'il y a des instruments qui peuvent permettre de le faire, toute une boîte à outils. Je me tourne maintenant vers Thomas-Olivier Léautier, qui est chef économiste de Total Energy. Alors, Total Energy, c'est évidemment la grande méchante entreprise qui fait du pétrole très polluant et du gaz, mais c'est aussi l'un des plus gros investisseurs dans les énergies renouvelables. On racontait dans mon journal, je crois, il
une dizaine de jours le projet que lance Total Energy en Inde avec un partenaire local qui est tout simplement du plus grand projet au monde de centrales solaires avec 60 millions de panneaux solaires qui devraient être posés à terme. Et ça, une entreprise comme Total Energy peut se permettre de le faire. Mais tu es chez Total Energy, mais tu es aussi économiste. Et je voudrais, par rapport donc aux points de vue qui ont été académiques, qui ont été développés, académiques que tu as été, que tu donnes ton regard là, vraiment du point de vue de l'entreprise sur cette histoire des investissements, de qui les fait, et puis de la notion de justice qui est peut-être encore moins souvent évoquée en entreprise que chez les économistes. Pas très haute parce que moi j'ai été professeur d'économie pendant une dizaine d'années, on ne parlait pas beaucoup de justice. Mais c'était avant que Mathilde vienne nous faire voir. Non, deux choses. Et si vous pouvez sortir mon slide, là j'avais un joli dessin que je voulais me partager. Le premier point, c'est quand vous regardez, ouais, c'est la bonne version. Quand vous regardez le développement de l'activité économique, c'est ce que nous a fait voir Kathleen. En fait, l'humanité est à peu près à plat en termes de niveau de développement jusqu'au début du 19e siècle. Et à partir du début du 19e siècle, on commence à utiliser le charbon, donc c'est la machine de Watt. En fait, le charbon, ça fait longtemps qu'on l'utilise. Le charbon, c'est l'énergie la plus utilisée en Angleterre au XVIIe et au XVIIIe siècle. Mais on ne savait pas en faire grand-chose, on ne savait que le brûler. Et avec la machine de Watt, on a réussi à transformer le charbon en force motrice. Et donc toute la révolution industrielle, c'est du charbon. Et à partir du XXe siècle, on rajoute du pétrole. Alors pourquoi c'est important? Parce que c'est ce que dit Kathleen quand elle vous a fait voir les dessins en vous montrant les pays en voie de développement. Aujourd'hui, il y a 4,5 milliards de personnes, donc plus d'1 sur 2, qui n'ont pas assez d'énergie pour vivre correctement. 4,5 milliards de personnes, 1 sur 2. Donc l'enjeu pour l'humanité, c'est à la fois de faire la transition dans les pays comme les nôtres, mais c'est aussi pour ces 4,5 milliards de personnes, je le répète parce que c'est plus d'1 humain sur 2, d'avoir accès à de l'énergie. Et là, c'est exactement ce que Kathleen a dit. Il y a deux possibilités. Première possibilité, ils font comme on a fait nous au 19e siècle. Ils font comme l'a fait la Chine au début du 20e siècle. Kathleen vous a fait voir la courbe de la Chine qui monte comme ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la Chine, ils montent parce qu'ils font du charbon. Les émissions par habitant de la Chine, c'est que du charbon. Parce qu'ils ont fait en 2000, ce qu'on a fait nous en 1850, c'est qu'ils ont brûlé du charbon pour sortir 500 millions de personnes de la pauvreté. Donc la question qu'on se pose, pour nous, c'est est-ce que les 4,5 milliards de personnes auxquelles on souhaite l'accès à l'énergie, parce que l'énergie, c'est quand même le développement économique et humain, est-ce qu'ils feront leur développement comme on l'a fait nous, comme l'a fait la Chine avec du charbon, ou est-ce qu'ils le feront avec les énergies décarbonées? Donc, et quand vous regardez les chiffres, quand vous regardez la taille des populations, etc., c'est vraiment du premier ordre en termes d'émissions et de futur climatique pour nous tous. Et alors là, on a une chance extraordinaire. C'est ce qu'a dit Jean-Marc au début. C'est qu'en fait, en vrai, c'est extraordinairement efficace d'aller subventionner les panneaux solaires dans les pays en voie de développement. Alors, je vais vous faire voir le dessin. Excusez-moi, je suis un vieux prof, donc je me lève pour faire voir. Parce que c'est un peu... Non, mais je suis navré, j'ai toujours fait comme ça. Donc, ce que vous voyez là, sur l'axe des X, sur l'axe horizontal, c'est le coût du capital. D'accord? Et sur l'axe des Y, c'est le coût de produire de l'électricité. Donc, ça, c'est une courbe qu'on a construite pour une éolienne, onshore wind, et une autre courbe qu'on a construite pour une centrale au charbon. Donc, on fait augmenter le coût du capital, et on voit le coût de produire de l'électricité associé. Une éolienne, il n'y a que du capital. D'accord? C'est que du capital. Donc, quand vous augmentez le coût du capital, le coût du financement, ça augmente très vite. Une centrale au charbon, vous avez du capital, mais aussi il faut acheter du charbon. Donc, ça augmente un peu moins vite. D'accord? Donc, vous voyez les deux courbes, la verte et la... En plus, c'est pas très dur parce que la verte, c'est l'éolien onshore, donc c'est bien. La marron, c'est du charbon, c'est moins bien. Dans les pays comme les nôtres, les coûts du capital sont très bas. Donc, c'est économique pour nous de construire des éoliennes. Ça nous coûte moins cher à nous de produire de l'électricité avec une nouvelle éolienne qu'avec une centrale au charbon. Chez nous. Dans les pays en voie de développement, il y a une prime de risque élevée. Parce que, par définition, c'est des pays où il y a plus de risques. Et ça coûte
plus cher pour eux de construire une éolienne que de construire une centrale au charbon. Et donc ça, c'est la preuve mathématique de ce que vous disiez, Jean-Marc, au début. Le plus efficace pour nous, c'est de subventionner les éoliennes dans les pays en voie de développement, parce que si vous les amenez d'ici à là, le coût d'abattement est négatif. Donc l'action la plus efficace pour réduire les émissions, c'est vraiment d'aller accompagner les pays en voie de développement dans les moyens décarbonés, et c'est à la fois efficace, mais aussi c'est juste, puisque c'est quand même nous qui avons le plus émis, et c'est eux qui auront le plus de conséquences. Thomas Olivier, Mathilde Viennot, vous êtes chef de projet à France Stratégie, vous êtes aussi pilier d'un think tank qui s'appelle l'Institut Avant-Garde. Et avec vous, on va prendre un petit peu de distance avec un regard plus théorique. On a parlé de justice climatique, et c'est très important de préciser un peu le concept, parce qu'il y a plusieurs types de justice, il y a des justices entre plusieurs types d'acteurs, et c'est important d'avoir ça en tête avant de poursuivre la conversation. Tout à fait, merci beaucoup. Donc en effet, ce qui est assez clé quand on réfléchit à ce qui est juste pour répartir l'effort, parce qu'il y a répartir les coûts, les investissements, mais en fait, ce qui compte dans la justice climatique, c'est aussi la répartition du sacrifice que va faire chacun de l'effort. En fait, ce qu'on voit quand on relit soit les philosophes, soit par exemple Rawls sur la justice sociale, c'est qu'en fait, il y a plusieurs principes de justice, et donc tous ici, on va peut-être pas trouver la même chose juste, et c'est normal. Donc, je vais vous présenter. Donc, nous, on a trouvé 7 grands principes de justice qui un peu classent la répartition de l'effort selon les acteurs, selon les pays, etc. Il y a un premier principe qui est ce qu'on appelle le partage par tête. Donc là, en fait, c'est juste que chacun fasse le même effort. Donc, par exemple, que tous les pays n'émettent que X millions de tonnes de carbone par an. C'est exactement le même nombre que vous soyez la Chine, l'Ouganda, la France. Pour les Français, c'est pareil. En fait, on sait que pour être à net zéro en 2050, il faut que chacun de nous n'émette pas plus que 2 tonnes par an. Nous sommes actuellement à 600 en moyenne. Voilà. Et donc, en fait, que vous soyez pauvre ou riche, rural ou alors urbain, vous allez maximum émettre 2 tonnes. Ça, en fait, c'est le partage par tête. Il y a un autre partage qui est sur la base des droits acquis jusqu'à maintenant. C'est aussi ce qu'on appelle la clause du grand-père, c'est-à-dire que c'est juste que tous les droits, toutes les parts de marché, par exemple, soient maintenus, puisque ces droits ont été acquis quand la question climatique n'était pas centrale. Et donc ça, c'est un principe qui, par exemple, fonde le fait qu'on va donner des quotas gratuits à certains secteurs sur le marché des quotas, pour en fait pour être selon ce principe-là. Il y a un troisième principe qui est très connu, qui est le principe pollueur-payeur. Donc là, ce qui est intéressant, et c'est très facile, c'est plus on pollue, plus on paye. Et donc ça, par exemple, on connaît la taxe carbone, suit vraiment ce principe-là. On considère ça, bien sûr, juste. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est que les gilets jaunes, pour eux, ce n'était pas juste. Il y a un autre principe qui est le principe bénéficiaire-payeur. Donc là, en fait, c'est juste que la personne, le pays qui va bénéficier de la politique, paye. Par exemple, aux Pays-Bas, ce sont les habitants qui vont bénéficier d'une digue contre les submersions marines qui la payent. Un cinquième principe, c'est le principe qu'on appelle selon le rendement de la soutenabilité. Donc là, c'est vraiment le symétrique du pollueur-payeur, et c'est qu'on va récompenser
ceux qui polluent moins. Donc, par exemple, le bonus auto, c'est ça, en fait, on va donner de l'argent à ceux qui sont des bons élèves. Et enfin, on a deux autres principes qui sont plutôt du côté de l'accompagnement. Ça va être le principe selon la capacité à supporter le coût de la transition. Donc là, c'est vraiment subventionner soit les pays, soit les ménages, soit les entreprises qui ne peuvent pas faire l'effort. Typiquement, ma prime rénov', c'est juste selon ce principe-là. Et enfin, un dernier principe, c'est juste de maintenir un niveau minimal d'existence. Et donc, par exemple, dans ce type de principe, on a offrir à un tarif soit gratuit, soit préférentiel, les premiers mètres cubes d'eau, mètres cubes de gaz, etc. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc ces 7 principes qui sont tous justes, mais en fait qui supposent ensuite des répartitions très différentes de l'effort et des coûts. Pour moi, on en tire deux grandes leçons. La première, c'est qu'il y aura forcément des personnes, des acteurs, des pays qui vont trouver qu'une politique ne sera pas juste parce qu'elle ne répond pas au principe de justice qui est plutôt le leur. Et la deuxième leçon, c'est que pour qu'une politique climatique soit acceptable, eh ben, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui trouvent cela pas juste. Voilà. Définit l'acceptabilité d'une politique, c'est très important. Moi, j'étais frappé par un récent article académique qui a été fait, je crois, en Allemagne. On a mis des gens en situation. C'était pas un sondage, on a mis des gens en situation avec l'instauration d'une taxe carbone. On leur demandait, c'était pour voir jusqu'à quel point ils acceptaient la taxe carbone. Et donc, il y avait différents dispositifs. Le premier, c'était l'État qui récupérait l'argent pour son budget. Et il y avait 2 dispositifs à la fin. Il y en avait un où l'argent était récolté par cette taxe carbone, était restitué à chaque foyer sur une base égalitaire, et l'autre où c'était redistribué seulement aux plus pauvres. Et le principe où c'était redistribué sur une base égalitaire était beaucoup plus accepté que le principe où c'était redistribué aux plus pauvres, que on pourrait estimer pourtant plus juste. Donc c'est très important sur l'acceptabilité de ce qu'on peut faire, d'avoir ces différentes notions de justice et avoir une idée de leur acceptabilité politique. Alors Kathleen, on va continuer avec toi. Tu nous as parlé du passé, maintenant je voudrais que tu nous parles un peu du futur. Et on sait bien que les changements climatiques vont induire des transformations pays par pays, presque région par région, et avec des effets très différents. Et donc ça détermine des gens, des populations qui risquent d'être beaucoup plus frappées par ces changements climatiques que d'autres. On a eu des exemples très récents en Espagne qui nous ont beaucoup parlé parce que c'était proche, mais quand on voit ce qui se passe avec les inondations au Bangladesh, c'est d'une ampleur bien plus forte, et même si c'est bien plus loin, donc on le voit un peu moins bien. Et donc, comment est-ce que on peut faire une cartographie de ces dommages futurs tels qu'on peut les prévoir? Alors il y a c'est pas facile, parce que pourquoi est-ce que c'est pas facile? Parce que les augmentations de température qui sont anticipées maintenant ne ressemblent à rien de ce qu'on a déjà expérimenté en fait. C'est-à-dire que plus 4 degrés, imaginez par exemple qu'on ait une augmentation de température de plus 4 degrés, eh bien il faut savoir que ça n'est pas arrivé depuis 100 millions d'années. Enfin, je veux dire, c'est vraiment complètement incommensurable les augmentations qu'on peut anticiper de température par rapport aux fluctuations des températures qu'on connaît actuellement. Et quand ça s'est passé il y a 100 millions d'années, ça s'est passé sur une période beaucoup plus longue. Et en plus. Voilà. Et puis moins 4, c'était le dernier âge glaciaire. L'humanité a failli disparaître. Donc c'est pour vous donner l'ordre de grandeur des choses. Donc en fait, on a beaucoup de mal. Mais il y a une science qui se développe beaucoup maintenant, qui s'appelle la science de l'attribution. Donc c'est des scientifiques qui essayent de voir dans les catastrophes, par exemple, les catastrophes comme les ouragans, les tornades, les inondations, qu'est-ce qui peut être attribué au changement climatique ou alors qu'est-ce qui est attribué à autre chose, parce qu'après tout, des ouragans, il y en avait toujours eu.
Et ça, c'est très important pour pouvoir faire la différence, en fait, entre ce qui est la catastrophe normale, disons, et ce qui est devant nous, ce qui risque de nous arriver quand l'augmentation des températures va s'accentuer. Et donc, en fait, les résultats de ces travaux, c'est que les dommages futurs, il va y en avoir de plusieurs sortes. Il y a des dommages graduels qui se produisent avec l'augmentation continue des températures. Donc, par exemple, les zones agricoles vont se déplacer, on va faire la vigne en Finlande, etc. Il y a des choses, des zones du monde qui vont se désertifier. Il va y avoir des maladies tropicales qui vont arriver chez nous. Mais ça va se produire graduellement. Et puis, il y a les catastrophes. Et ce qui est vraiment très, très impactant, c'est les catastrophes, parce que les dommages graduels, ça va prendre du temps, on pourra peut-être s'adapter. Mais les dommages catastrophiques, c'est plus problématique. Et bref, ce que montrent toutes ces études finalement, c'est que les différentes régions du monde vont être touchées très différemment et que malheureusement, les zones qui seront les plus touchées sont les zones qui sont déjà chaudes et où la température est déjà élevée, et ce sont des zones qui sont tropicales, ce sont des zones qui sont actuellement déjà pauvres en fait. Et donc, les pays les plus vulnérables vont être aussi les plus touchés. C'est non seulement les plus vulnérables parce qu'ils ont le moins de capacité d'adaptation, parce qu'ils ont moins de moyens financiers, mais en plus, ils vont prendre de plein fouet ces dommages. Donc, bon, évidemment, il y a beaucoup de détails dans les dommages, mais en gros, quand même, le message, c'est ça. Donc, par rapport à ça, évidemment, ça renforce la nécessité. Ça donne un autre argument, un argument supplémentaire pour qu'on soit capable de donner des ressources financières en fait à ces pays-là, quoi, pour se protéger de ces changements. Alors, je me rends compte que j'ai oublié un point très important, c'est que vous pouvez poser vos questions. Il y a un numéro qui s'affiche régulièrement ici. Alors, on est au 3e jour des Journées de l'économie, donc peut-être que vous commencez à le savoir, mais si jamais il y a des personnes qui assistent à leur premier débat des Journées de l'économie cette année, voilà, vous pouvez poser vos questions, je les reprendrai tout à l'heure sur la tablette. Donc, des dommages très, très, très inégaux. Comment, Mathilde, on peut partager ces dommages? Comment on peut partager ces pertes qui sont au moins en partie prévisibles? Oui, tout à fait. Donc, Kathleen a très bien parlé des dommages. Ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que la transition, c'est un partage de pertes. Enfin, beaucoup. C'est en fait ce que montre le rapport Pisani-Ferry. En fait, c'est parce qu'il y a 3 grands moteurs de la transition qui vont créer des pertes. Le premier moteur, c'est ce qu'on appelle les actifs échoués, pardon. C'est-à-dire qu'il va falloir que y ait des actifs, donc des actifs bruns, des usines, etc., qu'il va falloir qu'on détruise. Et en fait, ça a été chiffré à 2500 milliards de dollars par an. Donc c'est marrant parce que c'est exactement le même chiffre que Martin, qui en fait vous disait que c'était colossal, et ben ça l'est aussi. Et donc cette destruction d'actifs chaque année est une perte. Le deuxième moteur, c'est la sobriété. En fait, ce que nous montrent maintenant les rapports du GIEC et autres, c'est qu'on ne pourra pas atteindre nos objectifs dans une part de sobriété, c'est-à-dire moins consommer, moins produire, et donc ce sont des pertes. Et puis enfin, le troisième moteur de perte, et Thomas ou Olivier l'a montré, c'est qu'en fait les investissements décarbonés sont moins rentables, voire pas. En fait, France Stratégie a montré, par exemple, que sur le secteur bâtiment-transport, il y a seulement un tiers de l'ensemble des investissements qu'on doit faire qui seront rentables. Donc, pourquoi est-ce que, du coup, ce partage de pertes, c'est une vraie question de justice climatique? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de partager un gâteau qui augmente chaque année que de partager un gâteau qui diminue. Et donc, en fait, de partager des pertes, ça rend la question de la justice très, très prégnante. Et alors, jusqu'à maintenant, il y a une doctrine qui est très forte, qui est que, en fait, c'est au secteur privé d'aller sur les
les investissements rentables, et c'est à l'État soit de prendre les pertes, soit de faire en sorte que les investissements du privé soient rentables. Donc soit c'est l'État qui prend les pertes, soit c'est l'État qui prend le risque. Et donc c'est en fait ce qu'on appelle l'État de-risking. Et en fait, ça est une doctrine. Donc en fait, ce qui veut dire que en l'histoire, il y a eu d'autres manières de faire. Et notamment, en fait, on pourrait penser que c'est au secteur privé aussi de prendre des pertes. Et donc ça, c'est en fait, ce serait un État qui, non pas s'endette pour la transition, mais force le secteur privé à aller sur des investissements qui ne seront pas rentables. Donc si en fait certains secteurs, certaines industries ont le bilan, ont la trésorerie pour justement prendre cet écart de rente, on nous parlait Tom Olivier, c'est très bien. L'État peut interdire aussi certaines productions. Il peut être plus incitatif en mettant des contraintes sur le capital. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faudrait repenser ce partage entre État et puis secteur privé? Le premier, c'est un critère économique. L'État n'a pas forcément la marge de manœuvre pour prendre les pertes. Certains secteurs privés, oui. Et un critère de justice, parce que du coup, on retombe sur en fait les principes de répartition des coûts dont je parlais tout à l'heure. Et donc, est-ce que c'est plutôt aux pollueurs de payer? Est-ce que c'est plutôt aux générations futures, au nord, au sud, etc. Et donc, pour en fait conclure, si on reste dans cette doctrine que c'est à l'État de financer la transition, en fait, on repousse la question du partage des coûts, du partage des efforts, et donc on refuse une véritable réflexion sur la justice climatique. Alors, Thomas Olivier, est-ce que tu es prêt à prendre en charge les pertes de la transition? Et il y a une question qui d'une certaine manière, tourne autour de ça, qui m'est arrivé, qui est donc, sachant que, alors je ne sais pas si le chiffre est encore exact, mais plus de 90% de l'énergie vendue par Total Energy provenait du gaz et du pétrole. Comment changer le business model pour que les énergies renouvelables aient une part plus importante dans leur vente? Et ça rejoint un débat qui est en fait celui entre les actionnaires américains et les actionnaires européens qui ont un regard un peu différent et dont on a beaucoup parlé récemment à propos de Total Energy. Alors, d'abord, je vais faire quelque chose qui n'est pas très poli. Je vais corriger ce qu'a dit Mathilde. On parle beaucoup de sobriété. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, la sobriété, ce n'est pas si compliqué que ça. Le système énergétique dont on dispose aujourd'hui... Non, mais c'est important parce que je ne réponds pas à ta question, mais c'est quand même des trucs importants. J'y reviendrai si je ne réponds pas. Non, mais je vais pas lâcher. J'ai compris qu'il fallait que je réponde. Non, donc le système énergétique aujourd'hui, il y a 60% de pertes énergétiques dans le système. C'est-à-dire que quand vous produisez 1 hexajoule d'énergie primaire, il y a 0,4 hexajoules qui vont pour faire tourner la roue de la voiture. Et les 0,6 hexajoules manquants, ils sont perdus parce que d'abord votre moteur thermique, il est super inefficace, et puis en plus, il faut faire de l'essence, il faut la raffiner, etc., etc. Donc le système énergétique dont on dispose aujourd'hui, qui est quand même super efficace, parce que regardez le monde dans lequel on est, en 150 ans, on a quand même construit des belles universités, etc. Ce système énergétique, il est quand même 60% inefficace. Quand on électrifie la demande et quand on remplace les centrales au charbon par des panneaux solaires, on passe d'un système qui a 60% de pertes à un système qui a 40% de pertes. Donc, quand on parle d'améliorer l'intensité énergétique du PIB, parce que c'est le terme exact, quand on parle d'améliorer l'intensité énergétique du PIB, il faut se rendre compte que la technologie nous permet déjà de le faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est ce que j'ai essayé de montrer avec mon slide, mais je n'ai pas dû être assez clair, c'est qu'en fait, les technologies décarbonées, elles ne sont pas forcément plus chères que les technologies carbonées. Aujourd'hui, vous achetez un véhicule électrique, alors il est chinois. Vous pouvez me dire, vous n'avez pas envie d'acheter un véhicule électrique chinois.
Il a peut-être été un peu subventionné par le gouvernement chinois dans le temps. Mais ce véhicule électrique chinois, il vous coûte moins cher à l'achat qu'un véhicule comparable thermique fabriqué en France. Donc on n'a pas le droit de dire, ça c'est mon côté prof de fac qui dit on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de dire que les technologies carbonées sont plus chères que les technologies décarbonées. C'est pas vrai partout. Donc ça c'était, je suis désolé mais je suis obligé de... Ben, c'est ce que j'ai entendu, alors peut-être que j'ai mal entendu, mais voilà. Bon. Donc il faut faire gaffe parce qu'il y a aujourd'hui la bonne nouvelle, et c'est une vraie bonne nouvelle, c'est qu'on a des technologies décarbonées qui sont compétitives avec les technologies carbonées. Alors ensuite, la question, c'est si dans le cas où il y a des pertes à prendre, qui doit les prendre? Eh ben, moi, je comprends rien à la macroéconomie, je suis un microéconomiste, mais le seul truc que je peux vous dire, c'est que de toute façon, ça va être les consommateurs qui vont payer à la fin. Ils vont payer soit plus cher sur les technos que les entreprises vont leur vendre, ils vont payer par leurs impôts, ou ils vont payer par ayant des dividendes moins élevés, donc ils vont payer parce qu'ils vont recevoir moins de dividendes. Donc, de toute façon, à la fin des fins, c'est les mêmes personnes qui vont payer la transition. Enfin, les mêmes personnes. Ben, ouais, mais en agrégé, ça va être les mêmes personnes. Après, la question, c'est comment vous les répartissez entre... Non, je vais le faire différemment. Ce que je veux dire, c'est que c'est, d'après moi, infécond de séparer... Voilà. C'est infécond de séparer la puissance publique en imaginant qu'il y a de l'argent magique qui est celui de la puissance publique, et de séparer les entreprises privées en disant bah, l'entreprise privée elle a de l'argent magique. C'est pas vrai. À la fin des fins, c'est de l'argent qui revient. Alors effectivement, il y a des problèmes de répartition, c'est pas exactement les mêmes personnes, mais il n'y a pas d'argent magique. Je trouve que la séparation entre public et privé, c'est un truc qui me semble plus compliqué que ça. Alors pour répondre à ta question, c'était quoi? C'est est-ce que tu es prêt à prendre des pertes? Ben, nous, par alors, Total Energy. Non, mais ça, c'est une bonne histoire. Total Energy, donc historiquement, on fait du pétrole. Le pétrole, c'est un truc qui est super cyclique. Donc, ça veut dire qu'il y a des années où vous gagnez bien votre argent parce que il se passe des choses, le prix du baril est à 100, 120, 140, vous gagnez beaucoup d'argent. 3 ans après, vous ne gagnez pas d'argent parce que le baril est à 30, 40, 60. Et donc, les investisseurs dans le pétrole, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent une action pour financer leur retraite qui essentiellement suivra le cours du pétrole. Nous, ce qu'on dit à nos investisseurs, c'est qu'on va se mettre dans l'électricité et la moitié de nos investissements en développement, c'est l'électricité. Total Energy, c'est le plus gros développeur d'électricité renouvelable au monde, hors la Chine. C'est pas moi qui le dis, c'est un classement qui le dit, sinon je ne me permettrai pas de le dire, vous vous en doutez. Donc, on est le plus gros investisseur dans les renouvelables au monde. On construit une capacité électrique de 100 gigawatts. 100 gigawatts, c'est la taille du parc d'EDF. D'accord? Donc on construit en 2030 une capacité renouvelable de 100 gigawatts. Donc on met vraiment notre argent sur le renouvelable. Et ce qu'on dit à nos investisseurs, c'est qu'ils n'auront pas les rendements, ils n'auront pas des rendements de 20% comme quand le prix du pétrole est à 140, 150%, mais que sur le cycle, on va leur donner un truc qui ressemble à peu près à ce qu'ils avaient en investissant dans le pétrole. Donc ce qu'on leur propose, c'est une classe d'actifs différente qui n'a pas cette volatilité et cette capacité de générer des surprofits, des profits très importants, qui dit, mais en moyenne, on doit s'y retrouver. Oui, la réponse à la question. Et les Américains, les majors du pétrole américain n'ont pas fait ce choix-là, et ça se voit dans leurs cours de bourse, qui sont plus élevés quand on le compare aux bénéfices. Alors, on est en plein dans la question du partage. Oui. Un mot, Kathleen. Juste un mot, c'est le fait que les cours de bourse des majors américains qui n'ont pas fait ce choix-là soient plus élevés que le cours de bourse de Total, ça veut bien dire que le marché ne croit pas aux actifs échoués, en fait. Il ne croit pas juste qu'on va arrêter d'utiliser du pétrole et qu'on va fermer les centrales thermiques et qu'on va passer aux voitures électriques de façon généralisée, parce que sinon, ce serait le contraire. Oui, ça serait irrationnel. C'est assez frappant, je trouve. Alors pour le coup, je pense que c'est plus sucre que ça. Est-ce que vous pensez bien qu'on passe notre temps à réfléchir à pourquoi notre cours de bourse est la moitié du cours de bourse des Américains, toujours étant égal par ailleurs? Il y a aussi un autre facteur. Alors, tu as tout à fait raison de dire que les Américains pensent, et ils ont raison, que sur le territoire américain, les véhicules électriques, ce n'est pas pour demain. La pénétration des véhicules électriques aux États-Unis aujourd'hui, c'est 7%. Donc, si tu veux, eux, ils le disent. Mais une des causes qui explique la dissymétrie des cours de bourse, c'est simplement le risque réglementaire. C'est de dire, en Europe, quand tu es une entreprise européenne et en fortiori une entreprise française, tu as toujours le risque qu'il y a un gouvernement qui dise, vous savez quoi, on a un déficit budgétaire, et vous savez quoi, on va mettre une taxe sur les profits. Et ça,
veut pas, ça se price dans le cours de bourse. Donc tu as à la fois cette vision différente du truc et du futur, mais tu as aussi simplement un risque réglementaire. Et ce qui se passe en ce moment montre que ce n'est pas un risque seulement théorique. Alors, on est vraiment dans la question du partage, et donc on a parlé partage public-privé, et je voudrais que Martin nous dise maintenant du côté public ou privé, enfin, qu'il nous fasse le tableau des différents outils de financement sur un sujet sur lequel il y a beaucoup travaillé. Tout à fait. Donc, pour résumer, je pense qu'une partie du débat, c'est en fait, on se retrouve à devoir financer des sommes massives de manière très rapide, c'est-à-dire qu'on aille vite, on vise un net zéro à 2050, dans des géographies très différentes. C'est-à-dire que, et souvent, et je ne sais pas si c'est une différence ou c'est une nuance sur la comparaison de technologie, souvent, quand on va dans un pays, par exemple l'Afrique du Sud, le problème, c'est en partie, est-ce que c'est mieux d'investir dans du solaire ou dans du charbon, mais c'est aussi comment on fait dans un système politique où l'entreprise étatique majeure qui s'appelle Eskom fait du charbon à un énorme poids politique. Comment on fait pour, donc ça c'est le côté politique, le côté social, il y a beaucoup de travailleurs qui dépendent des usines de cette entreprise, des exploitations de mines de charbon. Donc tout ça a un coût qui n'est pas forcément pris en compte quand on compare technologie à technologie. Donc ça demande d'avoir une approche pour chaque pays, macroéconomique cette fois, ou en tout cas qui intègre à la fois les coûts d'une technologie, plus les coûts qui peuvent s'ajouter à savoir au système de transmission, au système de stockage et aux systèmes sociaux et politiques. Et ça, il faut les faire bouger, tout ça à grande vitesse. Et donc, avec... Et je pense que ça rebondit un peu sur l'intervention initiale de Mathilde, avec des concepts de justice très différents. Qu'est-ce que c'est pour un pays, disons comme le Sénégal, qui découvre récemment qu'il a du pétrole et du gaz sur ses côtes? On va lui dire très bien, mais il ne faut pas trop l'exploiter parce qu'on vise net zéro. Eux trouvent que c'est pas juste. Alors, je pense que ça répond à quelques-uns de tes concepts parce que d'autres historiquement ont émis, sont encore en train d'émettre en termes d'émissions par tête beaucoup plus que le Sénégal, et on leur dit qu'ils ne peuvent pas le faire. Pour prendre un autre exemple, encore une fois concret, et après je vais arriver à comment on fait pour essayer de financer tout ça, mais dans des termes différents. L'exemple de la Colombie. La Colombie aussi a des réserves pétrolières, c'est un gros exportateur de pétrole, on parle de ses exportations, donc ils savent très bien qu'il y a un problème d'actifs échoués, que même si eux ne changent pas leur système de consommation, le fait que à un moment donné, les États-Unis, l'Europe et les autres pays commencent à faire leur transition, leur exportation vont commencer à souffrir. Ils ont un président très à gauche qui dit on va commencer tôt, on va pas exploiter les ressources qu'on a, on va les laisser dans le sol. Et la réaction des marchés immédiate, c'est de ne pas croire à cette histoire d'actifs échoués, c'est que le coût de la dette augmente et c'est qu'on le menace de dégradation de leur note souveraine, et donc après ça veut dire que c'est plus difficile d'emprunter. Voilà. Donc ceci fait que même si théoriquement, même si en principe l'idée qu'on va réussir à financer la transition dans les pays en développement fait sens économiquement, concrètement quand on le fait ça devient très compliqué. Donc, il n'y avait pas eu un autre exemple en Équateur sur l'histoire de déforestation. Voilà, l'Équateur a exactement ça. Alors l'Équateur a trouvé une manière de compenser, de se faire compenser par des ONG pour sauver pour ne pas exploiter et pour préserver sa couverture forestière, voilà. qui est un des éléments de fixation du CO2. Exactement. Et donc une des technologies, si je puis dire, une manière de résoudre ces problèmes très complexes, qui pour l'instant n'a pas complètement marché, qui est ce qui semble avancer le plus, qui a été tenté en Afrique du Sud avec succès très mitigé, en Indonésie, en Colombie, au Brésil, c'est l'idée de dire on va prendre tous les acteurs. C'est pas possible de faire une transition qui va regarder que les systèmes énergétiques. On doit prendre en compte ce qu'en anglais s'appelle role of government, en français tout le gouvernement,
à la fois les politiques sociales, les politiques énergétiques, les politiques de financement. Et autour de cette table, on va faire venir le gouvernement, mais aussi tous les partenaires financiers. Donc on utilise les banques de développement qui, elles, ont cette capacité à financer à très long terme, souvent ce que les marchés privés ne veulent pas faire, entre autres parce qu'il y a les primes de risque sont très élevées. Ils se disent dans 20 ans, c'est pas quel gouvernement va arriver, va complètement changer les politiques et donc mes investissements vont ne rien valoir. Les banques de développement ont un avantage c'est très difficile de ne pas rembourser les dettes que les pays contractent auprès d'elles. Et donc, on les fait venir, augmenter leur investissement. On essaye de trouver des mécanismes sur lesquels on reviendra peut-être plus tard, qui incitent le privé en baissant la prime de risque, en leur donnant certaines garanties, à investir massivement aussi. Et il faut aussi de l'argent frais, de l'argent des pays développés, qui vient sous forme, non pas de financement avec de la dette, mais sous forme de subventions, où la dette met taux d'intérêt très bas, pour permettre de gérer les conséquences sociales massives de cette transition. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent les plateformes, c'est en train d'émerger de plus en plus, et c'est là une des manières d'accélérer et de rendre massif, de répondre aux défis massifs. Et peut-être une dernière chose sur le fait que les pays développés, en un sens, participent à la justice en contribuant à ça, pas assez puisqu'ils viennent d'arriver aux 100 milliards de finances fournies, mais ça les absout pas. Si le but est d'arriver à net zéro, ça veut dire que oui, c'est peut-être plus efficace de financer les énergies propres en Inde que de passer en Europe, mais il faut faire tout en même temps. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'on doit faire tout en même temps de manière assez rapide. Alors Thomas Olivier nous a démontré de manière magistrale avec son graphique qu'il fallait faire de l'éolien et puis on peut appliquer évidemment le même raisonnement sur le solaire. Par rapport à votre boîte à outils, avec quoi on fait ça? Qu'est-ce qui est le plus efficace dans ce que vous nous avez décrit pour faire ce que Thomas Olivier nous disait être le plus efficace? Alors, je pense que cette idée de plateforme où tout le monde arrive, c'est une boîte à outils, c'est un outil. C'est un outil d'organisation. Il y a aussi des outils financiers. Un outil financier qui aligne un peu l'intérêt du pays avec les intérêts globaux. Donc on aimerait que l'Uruguay émette moins. Alors l'Uruguay se trouve ils ont beaucoup de bétail, et donc une grosse source d'émissions, c'est le bétail, c'est les émissions de méthane. Donc, on va leur donner un objectif en termes d'émissions, un objectif en termes de traitement de ces émissions de méthane, et on va leur dire, et ça c'est les marchés privés, donc c'est de l'argent privé, donc ça ne vient pas des poches des États, des investisseurs qui se disent qu'ils vont y gagner s'il y a moins de réchauffement, vont leur donner un intérêt à faire des progrès là-dessus. Donc, comment ils font? Ils leur donnent une obligation, donc ils payent, je ne sais plus, je ne me souviens plus des chiffres à peu près exacts, mais disons 4% par an. Et ils vont leur réduire leur taux d'intérêt si l'Uruguay arrive à remplir ses objectifs. Donc ça aligne l'intérêt macroéconomique général du pays, parce que ce n'est pas sur juste une technologie ou juste une transaction, c'est le gouvernement en entier qui a moins à rembourser si remplit l'un de ses objectifs. Un autre exemple qui essaye d'arriver à cette question de compensation, donc on fait un effort mais on est compensé. Donc ça c'est pour les pays très endettés, qui ont beaucoup d'objectifs, qui ont des réserves naturelles importantes. Donc c'est tout ce qui est autour ce qu'on appelle les conversions de dette. On va racheter une partie de la dette très chère d'un pays, donc ça s'est passé en Équateur, au Belize, au Gabon, en Barbade. On va racheter une dette très chère où ils remboursent de temps en temps 7, 8, 9%. Souvent, c'est des pays qui sont très endettés, donc les marchés ne pensent plus qu'ils vont être remboursés. Donc la valeur de marché de la dette n'est plus 100%. On pense qu'on a une chance sur 2 d'être remboursé, donc elle peut être à 50 sur 100. Et donc, le pays va racheter cette dette avec de l'aide souvent d'une banque multilatérale ou des États-Unis jusqu'à récemment. Jusqu'à hier, là, il était très volontaire là-dessus. On va racheter cette dette et en échange de ce rachat de dette, on va s'engager à protéger une ressource naturelle. Ça peut être les forêts, ça peut être souvent des ressources marines dans le cas du Belize. Et on va conserver. Et donc ça, l'idée encore une fois d'aligner l'intérêt
bien compris du pays, mais qui, parce qu'il y a beaucoup de tensions économiques, de dettes très élevées, ils ont du mal à trouver les moyens d'investir avec cet objectif. L'intérêt du pays, l'intérêt global et l'intérêt des investisseurs qui est d'avoir une dette plus sûre, qui donne moins d'argent, mais qui est plus sûre, puisque maintenant, c'est grâce à cette banque de développement aux États-Unis qu'ils ont une garantie d'être remboursés. Donc vous avez vu qu'il y avait plein d'outils, il y a plein d'exemples, hein, on ne parle pas de choses théoriques, hein, on est vraiment déjà dans la réalisation là-dessus, et on va être... enfin, ces thématiques-là vont aussi être très présentes dans la prochaine COP, hein, la conférence des parties, qui ouvre dans, je crois, la semaine prochaine, il me semble, hein, lundi prochain, et donc, puisque ce qui va être au cœur de cette rencontre, qui est une rencontre annuelle très importante, avec à chaque fois une thématique dominante, et la thématique dominante de cette année, c'est justement la question du financement et du partage du financement. Je voulais savoir un petit peu ce que vous en attendiez, ce qui peut en ressortir sur ces questions de justice climatique. On commence peut-être par toi, Kathleen. Moi, je suis assez pessimiste, hein, je dois t'avouer, parce que le problème, évidemment, c'est comme toujours, c'est qui paye, qui au final va payer. Et on voit bien que y a les pays se crispent sur cette question-là, et en fait, pour vous la faire courte, personne ne veut payer. Alors, je pense que les COP précédentes n'ont pas été très encourageantes. Alors, d'abord, on a vu dans les graphiques que les responsabilités historiques proviennent des pays qui sont aujourd'hui développés, donc l'Europe, les États-Unis, et on voit que ces pays ne veulent pas entendre parler réellement de compensation. Ils ne veulent pas entendre même ce mot, parce que l'argument, c'est, en fait, on ne savait pas. C'est vraiment le fait on n'est pas coupable parce qu'on ne savait pas, en fait. Au moment de la révolution industrielle, quand on s'est mis à brûler du charbon, on ne voulait pas faire mal, on ne voulait pas créer un problème, juste on ne savait pas que ça allait créer ce... Bon, c'est un argument pas tout à fait honnête, mais c'est quand même pas un très mauvais argument. Donc la compensation, ça passe mal. Enfin, les pays développés se rendent quand même compte qu'il faut qu'ils aident à financer les pays en développement, sinon on ne va jamais y arriver. Mais ils veulent pas ils veulent pas y aller trop fort. Donc les discussions sur ces compensations et sur ces financements, ça tourne en rond, en fait. Pour moi, ça tourne vraiment en rond. Donc, il y a dans l'accord de Paris, il y a des discussions sans fin depuis l'accord de Paris sur ce qu'on appelle les pertes et dommages. Et on n'arrive pas à des accords un peu sérieux, quoi. Donc, ça, c'est vraiment mon avis. Juste un autre... J'ai une minute. Un autre dernier mot. On a essayé au moment du protocole de Kyoto, donc avant l'accord de Paris, le premier accord un peu sérieux sur le climat, on a essayé de mettre au point ce qu'on appelait le mécanisme de développement propre. Le mécanisme de développement propre, c'était le fait que les pays qui avaient des engagements climatiques de baisse de leurs émissions, les entreprises de ces pays pouvaient s'acquitter d'une partie de leurs obligations en faisant des projets dans les pays en développement qui n'avaient pas d'engagement. Et donc réduire comme ça les émissions. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Ça a été un fiasco complet pour des raisons qui sont peut-être trop longues à expliquer, mais donc on a déjà un exemple d'échec massif. Donc il faut qu'on apprenne à faire mieux. Moi, je pense que tous les outils dont a parlé Martin, c'est extrêmement utile, mais vous voyez que c'est des outils en fait privés. Ça vient pas des COP en fait. Donc moi j'entends pas grand chose de Bakou, voilà, c'est bon. Martin. Donc de la COP, je pense que effectivement le fait qu'il y ait beaucoup de tensions internationales. Donc encore une fois, les grands pays, s'ils trouvent leur intérêt, s'ils voient suffisamment long terme, donc c'est sans doute plus le cas des États-Unis, mais c'est le cas de Biden, peuvent agir. Et ils vont agir non pas parce qu'ils ont envie de faire le bien du monde, mais parce qu'ils savent qu'ils sont une grosse partie de l'économie mondiale et que c'est dans leur intérêt propre de réduire leurs émissions. Peut-être pas assez vite, mais ils le feront quand même. L'intérêt de se mettre tous ensemble autour d'une table et de discuter, c'est de voir comment on fait ça de manière concrète, comment on fait ça de manière plus rapide, et comment on convainc les pays
plus petits ou moins riches de le faire. Et donc, et de prendre en compte les coûts, les dommages. Donc, effectivement, à la dernière COP, il y a eu cet accord sur le fait d'un fonds qui permettrait de financer les pertes et dommages, donc les réactions catastrophes naturelles, mais pour ça, il faut l'abonder. Donc, il faut sans doute des sources de financement qui viennent soit de ressources fiscales, soit de dons. Mais effectivement, on est dans un monde où les pays européens sont en train de réduire massivement leur aide de développement. Et donc, ils vont probablement pas amener beaucoup de promesses sur ces questions-là. Et même la Chine, qui a été un financier important pour les pays en développement, et qui a été un financier important d'énergie, alors souvent carbonée, de temps en temps, ils ont fait beaucoup d'hydro aussi, ils font beaucoup d'énergie, qui ont des engagements en termes de financement vert sur l'initiative, la Belt and Road Initiative, les routes de la soie, sont en train de réduire, ont réduit de beaucoup leur nouveau financement. Donc on ne sait pas trop d'où l'idée d'un cadre global d'entraide ou en tout cas de financement qui aille vers le sud va venir. C'est pour ça que voilà, les observateurs sont assez pessimistes sur l'idée d'un accord et les pays en développement eux-mêmes sont extrêmement pessimistes. Thomas Olivier. Le problème des COP, c'est vraiment le problème de la justice dont on a parlé. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est aussi simple que ça. C'est de dire, on considère que, effectivement, ce que je vous ai montré, c'est que c'était efficace d'aller financer, d'aller dérisquer des investissements dans les pays en Inde, par exemple. C'est l'exemple que je vous ai montré. La question, c'est le dérisquage, qui va porter ce risque? Et au premier ordre, on sent bien que ça va être vous et nous, quoi. Ça va être les contribuables dans les pays en voie de développement. Et on arrive sur le problème développé, on arrive sur le problème de la justice au sein de nos pays à nous. C'est-à-dire que pour sursimplifier le problème, le plus efficace en termes de réduction des émissions, c'est effectivement d'aller construire des panneaux solaires en Inde. Donc ça règle notre problème de justice entre pays du Nord et pays du Sud. Simplement, ça va porter sur vos impôts à vous, enfin nos impôts à nous. Et donc se pose la problématique de la justice au sein des pays du Nord. Et donc, est-ce que nous, on est prêts à payer des impôts ou avoir moins de services sociaux pour nous acquitter de la dette climatique que nous avons vis-à-vis des pays du Sud? Et donc, c'est ça, je pense, qui bloque vraiment à la COP. C'est quand vous êtes le délégué français ou le délégué européen, ou a fortiori le délégué américain, vous dites d'accord, je vais donner des mécanismes de contrôle, je vais donner des mécanismes, je vais donner des garanties, mais après, il faut que je retourne chez moi et que j'explique à mes citoyens que me suis engagé de leur part à donner des sous aux Indonésiens, aux Indiens pour construire les panneaux solaires. Et je pense que c'est ça qu'on n'a pas réussi à craquer. Et nous, quand on voit, alors je réponds à la question précédente, en tant qu'investisseur, donc nous, on passe notre temps à faire des projets. Et on voit que à la fin des fins, ce qui bloque vraiment, c'est pas la techno, parce que la techno, on l'a. Ce qui bloque vraiment, c'est que on n'a pas bâti autour de ce projet climatique, on n'a pas bâti un vrai consensus social où les gens sont d'accord qu'on va construire des lignes de transport pour connecter les ENR, qu'on va payer un peu plus d'impôts pour décarboner notre économie et celle des pays en voie de développement. Ce n'est pas un projet qui est porté politiquement. Enfin, nous, c'est comme ça qu'en tant qu'entreprise privée, on voit le blocage. Ce n'est pas un blocage de techno, ce n'est pas vraiment un blocage de sous, parce que les sous, on pourrait les trouver si on voulait. C'est plus un problème politique. Et je pense que, enfin, moi, c'est mon analyse, mais il y a des gens qui connaissent beaucoup mieux que moi, c'est vraiment un problème de justice et d'expliquer aux gens ce qu'on va faire. C'est frappant de voir qu'on est une discussion qui a été très technique et économique et internationale, et on retombe sur une approche qui est très politique et très nationale. C'est-à-dire qu'il faut faire passer ça au sein du pays. Mathilde, peut-être, et on a eu, j'y faisais allusion dans mon introduction, on a eu un épisode fameux en France avec les Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a des leçons est-ce qu'il y a aussi des leçons à en tirer? Oui, juste oui, sur la COP, je suis vraiment dans la droite ligne de ce qui s'est dit. On a vraiment un conflit de principes de justice. En fait, le Nord va être plutôt du côté la base des droits existants, le Sud plutôt pour leurs payeurs. Et en fait, nous, on trouve plus efficace et donc plus juste
d'être dans le principe de la capacité à faire la transition. Et puis donc, on a un vrai conflit. Voilà. Enfin, en fait, chacun trouvant son propre point de vue juste. Et donc, c'est vrai que sur en fait le terrain français, ce que nous montrent les Gilets jaunes, c'est que si on pense pas la justice climatique avant même de faire la politique, et ben au final, on n'est pas efficace du tout. Parce que donc là, ça fait 6 ans que la taxe carbone en France est gelée, et donc on est très loin de la trajectoire que le prix du carbone devrait avoir pour être dans notre trajectoire net zéro, parce qu'on n'a pas su mettre sur la table et voir qu'il y avait un conflit de soutenabilité entre la soutenabilité sociale et donc les budgets contraints, les usages liés au carbone, à la voiture, au chauffage, etc. et la soutenabilité environnementale qui est en effet notre impératif de décarboner. Est-ce que quelqu'un veut compléter sur la lecture Gilets jaunes 6 ans après? Oui, moi je prendrais la lecture des Gilets jaunes d'un autre angle, qui est celui des pays en développement. Les pays en développement, je pense qu'ils ont vu les Gilets jaunes, mais il y a eu Trump, c'est un peu la même chose il y a 8 ans, je pense que ce sera la même chose, c'est en gros de dire on nous donne des leçons, mais les pays occidentaux ne sont pas sérieux. Et c'est-à-dire à première manif, alors c'est peut-être un peu plus qu'une première manif, mais voilà, les gouvernements occidentaux s'engagent à décarboner, mais en fait, mettre une taxe carbone, c'est très difficile. Et il faut voir que le FMI, c'est peut-être de manière assez fine, mais que le FMI de plus en plus s'intéresse aux questions climatiques et a aussi cette approche de dire, vous voulez un programme, voilà ce que vous pouvez faire pour non seulement assainir vos finances publiques, mais aussi réduire vos émissions. Et donc, on leur donne des leçons, on leur donne des préconditionnés à des actions climatiques, mais après, une fois dans nos pays, on le fait pas. Et c'est pas seulement la politique politicienne, c'est qu'il y a des résistances sociales très profondes, mais des résistances sociales très profondes que quand on va voir le Kenya qui s'est engagé, qui a un objectif de 0% d'émissions pour son électricité à très court terme, je crois que c'est 2030, mais qui a d'énormes problèmes sociaux à rebrosser sa tête parce qu'ils sont beaucoup endettés pour investir dans les technologies renouvelables. Donc il y a vraiment, je pense que c'est vraiment un problème de confiance qui se retrouve aussi dans les COP, c'est-à-dire que c'est pas seulement qu'ils ne croient pas qu'on va leur donner de l'argent, c'est qu'ils ne croient pas que les pays occidentaux sont prêts à s'engager dans cette transition. Et donc pourquoi s'engager dans une transition si les pays qui représentent encore la moitié des émissions globales ne vont pas réduire leurs émissions? Alors, je pense que c'est un truc c'est vraiment l'exemple de la... Alors, en plus, moi j'étais prof à Toulouse, alors la taxe carbone, si vous voulez, c'est le truc qu'on apprend aux étudiants dès la première année. Tyrol, ça fait 30 ans qu'il en parle, Gaulier, etc. Si vous voulez, moi j'étais biberonné à la taxe carbone. Non, mais je veux dire, bon, donc c'est vraiment efficace la taxe carbone, je vous promets, c'est le seul truc à faire, c'est mettre une taxe carbone. En revanche, si vous mettez une taxe carbone, il faut réfléchir 2 secondes aux impacts redistributifs de la taxe. Et dans le rapport de Pisani-Ferry et de Selma Mahfouz, si vous avez un jour l'occasion, si vous voulez un document à lire sur le climat, c'est le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, qui est absolument remarquable, qui est écrit en français, en plus c'est plus facile à lire, qui est super bien écrit, et il y a des anecdotes formidables. Donc juste un chiffre. Le budget carbone dans le transport pour les voyages touristiques du top 10% de la population, donc en gros les riches qui prennent l'avion pour aller à Bali, c'est autant de CO2 que les 10% les plus pauvres pour tous leurs déplacements. Donc ça veut dire que vous imaginez le niveau d'inégalité dans les émissions, rien que dans le transport. Et la taxe carbone, figurez-vous que ça pénalise le diesel des 10% les plus pauvres, mais ça ne pénalise pas le jet des 10% les plus riches quand ils vont à Bali. Donc la taxe carbone, c'est évident que quand on réfléchit 2 secondes et qu'on n'est pas un fonctionnaire à Bercy, on se rend bien compte que ça ne va pas marcher. Parce que c'est juste, je ne sais pas si vous les spécialistes des inégalités, mais il n'y a aucune, c'est pas possible, les gens ne vont jamais accepter ça. Donc
la bonne politique publique est difficile à mettre en œuvre, c'est de dire on va mettre une taxe carbone, on va récupérer les sous, on va les mettre dans un compte à part, et à partir de là, on va décider de comment on la loue. Est-ce qu'on la loue à tout le monde, comme ils l'ont fait alors, je crois que c'est le Michigan. Non, c'est pas le Michigan, c'est un État de l'Ouest américain, le Wyoming, je crois, où ils ont fait ça. Ou est-ce qu'au contraire... C'est la Colombie-Britannique au Canada. Et puis, il y en a un autre qu'ils ont donné en fonction des déciles, de revenus, etc. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir sur comment on fait. Et donc, là, le point que j'essaie de faire, c'est que l'action climatique ne peut s'envisager que dans la compréhension globale de la justice climatique, de ses impacts redistributifs, et on va faire ça, qui va être pénalisé, comment on va aider les gens qu'on pénalise. Et si on ne fait pas ça, on n'y arrive pas. Juste pour éclairer ce que tu disais sur le transport aérien, hein, il y a une raison spécifique pour ça. Le kérosène n'est pas taxé suite à des accords internationaux qui ont été conclus juste après la guerre pour encourager le développement de l'avion, mais on le prenait beaucoup moins. Et comme c'est des accords internationaux, ils sont extrêmement difficiles à remettre en cause. Mathilde? Oui, c'était juste pour être dans la suite et pour mettre encore, pour mettre une couche pour dire que ce n'est pas simple. En fait, le problème de la taxe carbone, et même en fait si on la distribue ensuite et tout ça, c'est que même en fait si vous la mettez très très haute, il y aura toujours des gens qui pourront se payer le jet. Et donc en fait, dans le sentiment vraiment de répartition du sacrifice, il y a aussi un truc qui est très fort et que la taxe carbone justement ne résout pas, alors que peut-être juste l'interdiction du jet ou avoir droit à 2 voyages par an, peut-être du coup est plus juste. Enfin voilà. Et en fait, on retombe sur mes principes. Ah. Très vite, parce qu'il y a plein de questions, je voudrais vous en poser plusieurs. C'est un point important. Parce que... Oui, ça, j'en doute pas. Non, parce qu'en fait, toutes ces histoires de mettre des limites sur les quantités, ça, c'est un vieux principe d'économie. Pour ceux qui ont fait de l'économie, il y a 2 façons. On met un prix ou on met des trucs sur les quantités. Mais pour que la limite sur les quantités, les 2 voyages soient efficaces, il faut qu'on puisse échanger les voyages. Parce que moi, je voyage pas, toi, tu voyages beaucoup, donc c'est beaucoup plus... Oui, dans ce cas-là, on revient à un prix. Donc ça revient... Non, mais ça, c'est... À partir de moi, je voyage pas. Il se trouve que je suis vieux, j'ai pas d'enfants, je voyage pas. Donc, non, mais c'est vrai, j'ai pas... Donc, mais en revanche, toi, tu es jeune, tu veux voyager, tu veux voir le monde. Donc, non, mais je vais te donner mes voyages et ça va être efficace. Mais donc, ça va mettre un prix au budget CO2. Donc, ça revient au même, en fait. Mais on pourrait aussi choisir que ça soit pas échangeable. Ah, mais ça, c'est pas bien. On n'entend pas là. On n'entend pas. Oui, Mathilde disait que c'était pas forcément échangeable. C'était ça votre point? On pourrait. Voilà. Donc plusieurs séries de questions de nature très différentes. Alors il y en a une première sur le fait que la justice dans notre imaginaire, mais aussi dans notre histoire, c'est quelque chose qui est public. Quand on parle des missions régaliennes de l'État, la justice, c'est une mission qui est toujours assurée par un acteur public. Et il y a des questions, donc, est-ce que la justice climatique doit être portée par une force étatique ou des acteurs privés? Et presque dans l'autre sens, pourquoi c'est l'État qui impose sa vision du futur au lieu de laisser le marché et le capitalisme s'adapter au changement? Oui, on t'a reconnu, Thomas Olivier. Est-ce que qui veut répondre et sachant que là on a l'échelon international où il n'y a pas d'acteur étatique supranational, qui veut prendre cette question? Alors moi je vais répondre juste sur la France. Malheureusement, en fait justement je pense que le but d'une planification écologique qui fonctionne, c'est pas que l'État impose sa propre vision de la justice, mais si on revient à l'histoire de la planification française, il y avait vraiment des commissions de concertation avec l'ensemble des parties prenantes, des syndicats, du secteur privé et des experts, etc., qui s'accordent en fait sur les grands objectifs, sur les scénarios, sur les manières d'y arriver. Et donc ça, en fait, je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas à l'État seul de décider quel est le bon principe juste. Donc il faut une forme de justice différente de celle à laquelle on est habitué pour toute une série de différents. Oui, juste un point, enfin, c'est pas vraiment sur la justice, mais sur l'aspect quand même la loi. Vous savez qu'il y a depuis assez peu de temps, en fait, des contentieux, des villes ou bien même des citoyens qui vont attaquer en justice l'État ou des entreprises pour soit insuffisance des actions climatiques,
Donc ça, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé en France. Hein. Donc il y a l'affaire Grande-Synthe. La Grande-Synthe, c'est une ville en Normandie, je crois, qui a des problèmes de submersion par les eaux, qui a attaqué l'État français en disant « Ok, moi je suis noyé sous les eaux, c'est à cause de l'insuffisance de l'action climatique de l'État. » Et donc il y a des procès. Et ça devient un risque. Et ça, donc ça c'est pour l'État, mais ça existe aussi pour des entreprises. Aux États-Unis, on sait la puissance de la justice au sens de la loi. Hein. Pensez par exemple aux procès qui ont été faits aux marchands de tabac, aux grandes entreprises du tabac aux États-Unis, les morts de cancer dont les familles ont obtenu des millions et des millions de dollars. Donc si ce genre de choses-là se développe également pour le climat, c'est potentiellement très puissant en fait. C'est un nouveau type d'instrument. Alors est-ce que ça ne peut pas remplacer une taxe, mais potentiellement très puissant. Ça peut être un levier. Des questions pour Martin. Sur l'exemple du Sénégal, est-ce que le financement externe des énergies renouvelables pourrait être perçu comme un néocolonialisme technologique? Et puis une autre question qui est par quel mécanisme s'assurer que les investissements se dirigent bien vers les pays dans le besoin et non pas que la rentabilité se réintroduise par la porte de derrière? Alors, deux excellentes questions. Sur la question du néocolonialisme vert, on peut appeler ça comme ça, c'est absolument central. C'est-à-dire que c'est central au sens où effectivement, l'idée c'est que le Sénégal, qui a un PIB par tête, qui, j'ai pas les chiffres en tête exacts, mais qui est à peu près 10 fois moins que celui de l'Europe, on demande de se développer sans utiliser une ressource qui est là, donc qui a été découverte dans les réserves légales. Donc à ce moment-là, il y a forcément une idée de compensation, c'est-à-dire que il faut évidemment que ce soit volontaire, c'est un pays souverain, il fait ce qu'il veut, mais après, donc le débat, c'est comment on peut financer ça si une des origines du débat et qui fait qu'il y a beaucoup de tensions et qui a donné, c'est le fait que prêter pour des projets et méthodes est devenu très cher. C'est-à-dire pour des raisons en particulier, les banques européennes ne veulent plus prêter parce qu'ils ont peur que les régulateurs leur disent non, vous ne pouvez plus faire ça. Et donc c'est devenu très compliqué d'investir. Donc un pays comme le Sénégal qui a envie d'investir pour développer des ressources, des ressources sur leur sol, auront beaucoup de mal à le faire. Et ça, c'est très mal ressenti parce que c'est des règles qui sont des règles négociables, parce que c'est là qu'il y a le comité qui régule les banques, qui met en place les règles bancaires, et qui s'impose et qui fait que c'est très difficile de trouver des capitaux. Et si on trouve des capitaux, ils deviennent très chers. Et donc, il y a ce sentiment de néocolonialisme est très fort. Je pense que ces techniques de plateforme permet de négocier une trajectoire. Et donc, par exemple, dans l'exemple du Sénégal, il y a l'idée que le gaz sera une énergie de transition, on l'utilisera pendant une vingtaine d'années et qu'après, il y aura une décroissance. Donc, il y a cette idée de planification qui est importante. On a un avenir précis, un horizon. On peut utiliser ces ressources, mais en contrepartie du fait qu'on va les utiliser de manière limitée, on reçoit des prêts concessionnels. Donc c'est une manière d'arriver à une négociation, mais c'est très compliqué. Et le fait qu'en plus on impose des règles aux banques, qui fait que l'accès aux capitaux devient très cher, fait que effectivement il y aura des procès en colonialisme vert de plus en plus, aucun doute. Comment est-ce qu'on oriente? Comment est-ce qu'on est sûr que... Alors, il y a plusieurs... Je reprécise la question. Comment est-on sûr que l'argent qui va vers ces pays en développement ou pauvres aille vraiment vers les projets utiles et n'aide pas à rentabiliser un acteur privé derrière? Non, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a des chaînes d'acteurs, comme vous l'avez bien compris, il y a des chaînes d'acteurs très longues, il y avait c'est très difficile d'avoir confiance à la fois de qu'est-ce qui se passe sur le terrain, mais aussi que font, alors souvent les entreprises qui prêtent reçoivent des crédits carbone, c'est-à-dire un droit à émettre un peu moins sur par rapport à leurs engagements. Et donc, mais c'est crédit carbone, ça veut dire j'émets un peu moins. Donc, est-ce que ça revient à cette histoire de confiance?
Ça veut dire que j'ai acheté le droit d'émettre un peu moins. Est-ce que c'est vraiment une bonne manière de compenser? Et en face, est-ce qu'il y a vraiment un projet qui correspond à une économie en carbone? Donc ça va dépendre beaucoup du type de flux. On aura un petit peu plus confiance dans une institution, disons, publique comme la Banque mondiale, mais même la Banque mondiale, la manière dont ils comptabilisent les financements qui vont vers le climat, est très opaque. On ne sait pas exactement, c'est-à-dire que un chef de projet va dire là, il y a 40% de mon financement pour ce pont qui respecte les conditions climatiques. Donc 40%, ok. Mais de fait, les règles sont extrêmement floues, pas très consensuelles, et c'est un des gros problèmes, juste pour revenir à cette histoire des 100 milliards qui va créer beaucoup de tensions à la COP. C'est quelque chose dont on entendra parler parce que c'est cette COP où on se met d'accord à ce que sont les nouveaux 100 milliards. Une des questions, c'est qu'il n'y a aucune définition partagée de ce que c'est la finance climat. On ne sait pas, hein. Chaque acteur définit à sa manière. Et donc, on en dit on a atteint 100 milliards, mais on ne sait pas exactement 100 milliards de quoi. Et ça, cette question des définitions va être absolument centrale, que ce soit dans la finance publique, dont c'est le cas des 100 milliards, ou la finance privée, où il y a tout ce qui s'appelle des taxonomies. Donc, qu'est-ce que c'est un financement vert? Et là encore, ça va être l'objet, enfin, si vous suivez un peu ces débats dans les 10 prochaines années, ça va être le point central, qui a le droit de définir ce qui est vert ou non. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il ne comprend pas parce qu'il est arrivé en retard, donc je lui conseille de regarder la vidéo qui sera disponible en ligne, mais qui soulignait qu'il y a un mot qui a été employé, que j'aurais dû relever tout de suite, et je ne l'avais pas fait, c'est qu'est-ce qu'un actif brun, hein? Un actif brun, c'est des actifs d'une entreprise qui émet beaucoup de CO2 pour produire, ou dont les produits émettent beaucoup de CO2. Et donc, si on met des limitations sur les émissions de CO2, les entreprises qui ont ces actifs bruns devront les déclasser, hein, les détruire, c'est ce qu'expliquait Mathilde. Des questions pour Thomas Olivier. Total Energy est-il si vertueux quand la moitié de ses investissements reste axés sur le fossile? Une question amusante, je vais essayer de la retrouver. Je ne l'ai pas retrouvée là. Et puis, oui, serait-il possible et pertinent de mettre en place un mécanisme venant réduire la valeur du pétrole pour désinciter son extraction et favoriser les énergies vertes? Voilà. Et puis, je les prends toutes dans la foulée. Alors, il y a un mécanisme extraordinaire, remarquable, qui vous permet de désinciter à la production du pétrole. Ça s'appelle le prix. C'est bizarre, hein? Mais mécaniquement, vous mettez des véhicules électriques dans le système, plus de véhicules électriques, moins de demande de pétrole, le prix baisse, et les compagnies pétrolières, soucieuses de leurs investisseurs, vont investir moins dans les nouveaux champs pétroliers. Donc le mécanisme naturel de réduction des investissements dans le pétrole, il existe déjà, il s'appelle le prix du pétrole. Et ça permet aussi de répondre à la première question. La question, c'est pourquoi Total Energy produit du pétrole? Ben, vous savez quoi? Parce que vous avez tous utilisé, d'une façon ou d'une autre, aujourd'hui, hier, vous utiliserez demain du pétrole pour vous déplacer, pour vous habiller, parce que le plastique, c'est du pétrole, pour ci, pour ci, pour ça. Et les 4,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie aujourd'hui, elles seront bien contentes d'avoir un peu de pétrole pour aller à l'école, pour aller se poser ça. Donc, en vérité, autant au début du 19e siècle, le pétrole a créé sa demande, aujourd'hui, c'est la demande de pétrole qui dirige la production du pétrole. Donc nous, on considère que tant qu'il y a une demande, il faut qu'on la serve, parce que quand il y a des chocs géostratégiques, on est quand même bien content qu'il y ait quelques barils de pétrole qui soient exercés, qui soient développés par une entreprise française. Donc la problématique du pétrole, c'est des énergies fossiles. Aujourd'hui, c'est la demande qui crée l'offre, c'est plus l'inverse. Et donc nous, on continue à produire tant que la demande ne baisse pas. Si, enfin, c'est au moins une partie de la réponse. Kathleen. Pour mettre un peu d'animation, je vais dire juste le contraire de toi. En fait, Vous n'êtes pas les rétonner, Thomas Olivier. En fait, je crois que effectivement la demande, bon, c'est un facteur très important, mais au niveau mondial, je me prononce pas sur Total Energy parce que j'en sais rien, mais les firmes gazières et pétrolières font quand même leurs meilleurs efforts pour que la demande ne baisse pas. C'est-à-dire qu'ils font tout le lobbying possible pour empêcher. Kathleen en fait quoi? Attends, pour empêcher l'adoption et oui, pour empêcher l'adoption. Et ça, c'est très de politique climatique sérieuse. Ça, c'est très bien vu sur les pays pétroliers à la dernière COP.
Les pays pétroliers, les pays du Moyen-Orient en particulier, les pays pétroliers, mais également les États-Unis, se sont battus bec et ongle pour ne pas qu'on mette dans la COP qu'on allait sortir des énergies fossiles, pour mettre une phrase alambiquée disant on va sortir, mais doucement. Bon. Donc, ok, mais il faut quand même pas être tout à fait... Voilà. Non, mais c'est un problème important parce que c'est... Applaudissez parce que... Viens, D'accord. Mais encore une fois, non, mais ça c'est vraiment important parce que c'est à la fin des fins, ce qui va tuer le pétrole, ou ce qui va plus exactement réduire la demande de pétrole, c'est pas ce qui va être écrit à la COP. C'est quand vous aurez tous des véhicules électriques. Et quand tous les Chinois, et quand tous les Indiens, et quand tout le monde aura des véhicules électriques, c'est là où il y aura plus de demande de pétrole. C'est pas ce qui, pour moi, ce qui est écrit à la COP est sympathique, ça, mais c'est de l'intention. Ce qui va vraiment faire bouger le marché, c'est la demande. Non, mais non, c'est jamais blanc ou noir. Mais en vrai, ce que nous on regarde, nous chez Total Energy, c'est pas le langage à la COP, c'est la pénétration des véhicules électriques en Chine. C'est ça qui nous semble le meilleur prédicteur de la demande de pétrole à 2030. Mais sauf en fait. Oui, la salle est impressionnant. Hein, bravo, vous êtes trop fort. Oui, c'est ça. Mathilde, la pression est forte. Sauf en fait, si justement on considère que c'est à l'État de dire stop et qu'on arrête de produire du pétrole parce que la lenteur du marché fait que la trajectoire 2050 net zéro n'est pas tenue et puis n'est pas tenable avec juste le marché, les prix et puis les quantités. Vous avez aimé les gilets jaunes, vous avez aimé les gilets jaunes taxe de 6 centimes sur le diesel, vous allez adorer quand Mathilde va interdire toutes les voitures. Mais alors là, vous allez déjà la ZFE, vous allez voir la révolution que ça va être. Non mais, sérieusement. Oui. Non, mais nous avons tous des choix. Je crois que c'est très important ce débat. Nous avons tous des choix à assumer. Et ces choix, ils sont essentiels et il faut être conscient du fait que ces choix, ils ont des conséquences très larges et qu'il ne faut pas avoir des attitudes complètement contradictoires. Moi, j'avais été frappé lorsqu'il y avait eu c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, il y avait des militants allemands qui avaient jeté de la purée, je crois, sur un tableau. Et 3 mois plus tard, ils étaient en vacances à Bali. Et pour aller de Dortmund à Bali, on n'y va pas à vélo. Et donc, ils avaient été pris à partie de manière assez violente. Et leur ONG avait répondu « Ah, mais c'est leur vie privée, ça n'a rien à voir ». Eh bien, le débat qu'on a eu là, je crois, il montre au contraire que ça a tout à voir. Et pour conclure, je voudrais dire que vos applaudissements là m'ont rappelé la définition du métier de banquier central. Ça va vous paraître bizarre, c'était dans les années 1950, il y avait un grand banquier central aux États-Unis qui disait que son métier c'est de retirer le bol de punch de la table quand l'ambiance commençait à trop chauffer. Et c'est donc exactement ce que je vais faire. Merci à toutes et à tous.